Les entreprises se mettent au rythme des religions. Selon une étude menée par l'Observatoire des faits religieux en entreprise, les salariés n'hésitent plus à prendre des congés pour motifs religieux. L'islam est en première ligne. Emmanuel Macron voit sa cote de popularité chuter auprès du patronat. Le vernis présidentiel de start-upers s'effrite petit à petit et les différents acteurs économiques se rendent compte qu'ils ont affaire à un haut fonctionnaire. Le Yémen connaît une guerre civile depuis maintenant plus de 4 ans, 10 000 morts après, et alors que 5 millions d'enfants sont menacés par la famine, le conflit qui oppose l'Iran à la coalition arabo-occidentale pourrait finalement se déplacer au Liban. Madame, monsieur, bonsoir. La religion passe avant le travail. Selon une étude publiée mercredi, les signes d'appartenance religieuse sont bien ancrés dans le quotidien des entreprises et les salariés n'hésitent plus à prendre des congés pour ce motif. Les entreprises s'adaptent aux manifestations religieuses. Selon une étude menée par Randstad et l'Observatoire du fait religieux en entreprise, les religions sont de plus en plus implantées dans les sociétés françaises. Si en 2017, 65% des salariés déclaraient observer occasionnellement ou régulièrement des faits religieux au travail, la donne change progressivement. En effet, les demandes d'absence pour fêtes religieuses sont de plus en plus nombreuses, détrônant au passage le port de signes religieux visibles au classement des principales manifestations du fait religieux en entreprise. Si, selon les auteurs de l'enquête, ces deux motifs ne perturbent en rien le fonctionnement des sociétés, ces propos sont néanmoins à nuancer puisque les employeurs se retrouvent dos au mur. Les emplois du temps doivent ainsi être modelés en fonction de nouvelles dates qui ne sont pas intégrées au calendrier français. Par ailleurs, les cas transgressifs de manifestations religieuses sont également bien présents au sein des entreprises françaises. S'il n'y a rien à redire sur les prières pendant les pauses, la déconsidération de la femme, elle, pose de véritables problèmes. Des cas conflictuels qui sont en hausse par rapport à l'année dernière, mais qui restent encore minoritaires, même si les situations nécessitant une intervention managériale sont en hausse. Pour contrer ce phénomène, de nombreuses entreprises disent refuser de s'adapter aux pratiques religieuses de leurs salariés. Les pratiquants cherchent de leur côté à imposer ou tout au moins à pouvoir exercer leurs pratiques et coutumes religieuses, n'hésitant pas pour cela à accuser les réfractaires de racisme ou plus précisément d'islamophobie. Vous l'aurez compris, c'est bien avec l'islam que réside le principal problème. Le christianisme faisant partie des pratiques ancestrales en France et étant intégré au calendrier, les mêmes questions ne se posent pas, d'autant que le rapport à la femme n'y pose aucun problème. Quant aux autres spiritualités, elles sont beaucoup trop minoritaires en pratique pour être évoquées. Le directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, Lionel Honoré, n'hésite d'ailleurs pas à cibler en priorité la religion musulmane, qui est, selon l'étude, au cœur de la majorité des cas conflictuels pour cause de prière, de refus d'être dirigé par une femme ou tout simplement de travailler avec une personne n'ayant pas les mêmes croyances. Pourtant, la loi est claire à ce sujet, c'est à l'entreprise de fixer les limites de la pratique religieuse en son sein. Mais les rôles semblent aujourd'hui s'inverser et désormais la religion musulmane dicte parfois le quotidien des entreprises dans un cadre qui, à l'origine, est régi par le concept branlant de laïcité. Un concept qui ne fait pas le poids face à plusieurs dizaines d'années d'immigration extra-européenne et qui voit se développer la religion musulmane partout sur le territoire. Face à cela, difficile d'agir directement. Pris au piège de l'immigration, la société s'est largement communautarisée et les entreprises en font naturellement les frais. Face à un islam conquérant et sûr de lui, la culture start-up et la laïcité à la française ne devraient pas constituer des remparts très efficaces. Macron ne fait pas l'unanimité chez les patrons. Une récente étude d'opinion met en garde sur le désamour du patronat vis-à-vis du locataire de l'Élysée. Rien de très étonnant si l'on y regarde de près. Olivier Frère-Jacques. Moins 18 points de popularité auprès du patronat depuis le mois de juillet. Le président Macron voit sa cote de popularité baisser partout, même là où il est censé être le plus fort. Le sondage Opinionway, réalisé pour les chambres de commerce et d'industrie de France, Europe 1 et la tribune est formelle. Seuls 36% des patrons seulement ont aujourd'hui une opinion favorable de son action. En cause, des réformes inégales. En effet, si une partie du patronat s'est réjouie des ordonnances plus ou moins bien senties concernant le code du travail, la réforme de l'apprentissage, elle, est loin d'avoir fait l'unanimité et les inquiétudes demeurent quant à la probable mise en place d'un bonus-malus sur les contrats courts. Des réformes finalement pas très bien perçues et sur lesquelles le gouvernement communique très mal. Ainsi, la loi Pacte du ministre de l'économie Bruno Le Maire est présentée comme une véritable révolution pour les entreprises. Elle est pourtant méconnue par 88% des patrons. Ajoutez à cela que pour faire une révolution dans le privé, il aurait probablement fallu envisager quelqu'un d'autre que Bruno Le Maire,
personnalité politique transfuge des Républicains et qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Le désamour semble cependant moins toucher le MEDEF, qui s'enthousiasme encore de l'impôt à la source, mesure qui mettra sur la paille de nombreuses entreprises sans trésorerie. Président des riches, banquier, proche du patronat, le président de la République a une réputation toute faite depuis son élection, une réputation parfois caricaturale et qui empêche de comprendre son échec auprès du patronat et plus généralement sur les questions économiques. En effet, Emmanuel Macron, souvent accusé d'avoir été banquier, sans que les gens ne sachent vraiment en quoi consiste ce travail, n'a évolué dans ce secteur que 3 ans, ce qui pèse peu sur une carrière. Quant au vernis de start-upper, de président de ceux qui créent et qui sont à l'initiative d'entreprises, il s'agit d'une usurpation. Emmanuel Macron n'a jamais créé d'entreprise et encore moins travaillé dans une entreprise privée si l'on met de côté sa petite expérience chez Rothschild. Le percevoir comme président du patronat et du privé est aussi absurde que de le voir comme président des masses populaires. Emmanuel Macron n'est, à l'instar de François Hollande, qu'un haut fonctionnaire, ancien inspecteur des finances et qui communique avec un véritable talent. À des problèmes économiques pratiques ou à des questions de société concrètes, il apportera des réponses technocratiques hors sol. Son désamour auprès du patronat n'a donc rien de très étonnant. Les patrons se sont seulement rendus compte de la supercherie un peu tardivement. C'est un conflit dont on parle finalement peu et qui est pourtant d'une grande intensité. Au Yémen, au sud du golfe Persique, des milliers de morts et la famine. En cause, l'affrontement indirect de l'Iran et d'une vaste coalition arabo-américaine. Olivier Frère-Jacques. L'actualité proche-orientale fait depuis plusieurs années les choux gras du conflit syrien. Le Yémen, en guerre depuis 4 ans, est lui bien souvent laissé de côté, peu connu. Ce pays de près de 30 millions d'habitants est pourtant déchiré par une guerre civile depuis 2014. Un conflit dont le bilan humain est dramatique, 10 000 morts, dont 2200 enfants et des risques de famine touchant des millions de personnes. Les forces en présence dans la guerre yéménite reflètent une partie des antagonismes régionaux, avec d'un côté les Houthis, chiites zaïdistes soutenus par l'Iran, et de l'autre les forces loyalistes soutenues par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, la Jordanie, le Maroc, l'Égypte ou encore le Soudan, mais aussi les États-Unis, sans oublier la France et le Royaume-Uni qui fournissent la coalition en armes. Une vaste coalition donc contre l'Iran et le camp des intérêts chiites. Vaste coalition à laquelle s'ajouterait même Israël, à en croire le chef houthi d'Ansar Allah. Seul contre tous, la coalition chiite tient bon, mais le conflit ne se résume pas à ces 2 seuls camps, puisqu'une partie du territoire est aussi sous contrôle du Conseil de transition du Sud, et une 4e portion de territoire est sous domination de l'État islamique local et d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Des oppositions complexes, puisque même l'agence de presse américaine Associated Press n'hésite pas à affirmer que les États-Unis ont conclu des accords secrets avec Al-Qaïda sur place, drôle de pied de nez aux victimes des attentats de 2001. Au-delà du conflit yéménite à proprement parler, c'est une opposition qui prend une dimension régionale, avec d'un côté l'Iran et ses alliés chiites, face à une très large coalition allant des pétromonarchies arabes à l'Occident en passant par Israël, ennemi inconditionnel de la nation perse. Comme souvent, l'Iran, en véritable village gaulois, fait donc face, presque seul, contre tous. Le Yémen, lui, devient le terrain de jeu des conflits régionaux, un centre de gravité des rivalités qui pourrait cependant se déplacer au Liban, si l'on en croit les informations du journal arabophone libanais Al-Akhbar, citant un rapport diplomatique secret. À ce jeu d'influence s'ajoutent les traditionnelles manipulations médiatiques issues d'organismes partisans à l'image de Human Rights Watch qui accuse les Houthis de torture. L'organisme en question est bien entendu basé à New York. Dans ce contexte de guerre, les manœuvres de l'administration Trump pour anéantir l'accord sur le nucléaire iranien, ou encore l'attentat perpétré samedi dernier à Ahwaz, à l'est de l'Iran, et qui a fait 24 morts, peuvent s'expliquer par la volonté plus ou moins directe du camp occidental et arabe de déstabiliser Téhéran. L'État français, comme souvent, suit docilement les États-Unis dans ce conflit régional. Et si Emmanuel Macron s'est distancé de Donald Trump sur l'accord nucléaire iranien, le président français ne se dit pas moins inquiet du prétendu expansionnisme irano-chiite. L'Iran, qui a payé un lourd tribut financier mais aussi humain pour abattre Daesh en Syrie, se voit aujourd'hui attaqué de toutes parts par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui elle-même a financé l'État islamique. Les États occidentaux, victimes sur leur propre sol d'attaques terroristes de Daesh, marchent donc main dans la main avec les financiers de leurs bourreaux. Le Yémen, lui, paye les pots cassés de ce conflit mondial larvé.
Hong Kong, toujours plus chinois. La région administrative, ancienne colonie anglaise rétrocédée à Pékin en 1997, voit l'influence chinoise s'accentuer de jour en jour. Un petit parti indépendantiste hongkongais a même été formellement interdit récemment. Olivier Frère-Jacques. Un pont entre Hong Kong et Shenzhen, un ouvrage ultramoderne de 55 km en forme de symbole de la mainmise de Pékin sur la région administrative hongkongaise. Une mainmise qui inquiète dans cette province revenue dans le giron chinois en 1997 et qui voit peu à peu ses privilèges disparaître. Désormais, le territoire de Hong Kong est à seulement un quart d'heure de Shenzhen et 50 minutes de Canton. Une proximité économiquement intéressante mais qui inquiète les habitants de l'ancienne colonie anglaise. En effet, 21 ans après la rétrocession de la Chine, Hong Kong a dû céder une parcelle de sa souveraineté à Pékin. L'accord avec les Britanniques donnait en principe des libertés spécifiques aux citoyens de la région. Le droit chinois ne s'y applique a priori pas par défaut, sauf dans des domaines comme la défense. Dernier scandale en date, l'interdiction du Parti national de Hong Kong, une petite formation politique fondée en 2016 et qui prône l'indépendance. Une interdiction qui vient entériner la mainmise qu'a désormais la Chine sur le territoire, mais qui, à titre de la pratique constitutionnelle, n'est pas vraiment choquante, puisque le but du parti est de mettre à mal l'indépendance de l'Empire du Milieu. Autre élément qui obscurcit l'avenir des Hongkongais, la mise en place d'une zone de contrôle spécifique à la gare de West Kowloon, une zone passée discrètement sous contrôle chinois et où ne s'applique a fortiori plus le droit de la région administrative. La volonté de Pékin et du président Xi Jinping serait d'intégrer le territoire hongkongais à un ensemble plus vaste, la région de la Grande Baie, un projet s'inscrivant dans une démarche géoéconomique semblable à la baie de San Francisco ou celle de Tokyo. À terme, il s'agirait d'intégrer Hong Kong et Macao à un ensemble de villes du sud de la Chine comprenant Shenzhen et Canton, une région d'hyperactivité de près de 70 millions d'habitants, un projet économique de grande ampleur qui reste cependant tributaire des relations aujourd'hui tendues entre la Chine et les États-Unis. Les accords entre Londres et Pékin devaient laisser place à une intégration de la région administrative au reste de la Chine continentale pour 2047. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu veut à tout prix accélérer le mouvement et imposer sa loi, ce qui passe parce que le chef d'État n'hésite pas à appeler la nécessité de renforcer l'esprit patriotique des compatriotes du territoire. Depuis la révolte démocratique dite des parapluies en 2014, de nombreux éléments ont de quoi inquiéter les Hongkongais, notamment la déportation en prison de dirigeants de librairies hostiles au pouvoir chinois ou encore la disparition de personnalités hongkongaises comme le milliardaire Xiao Jianhua en 2017 et qui réapparaîtra finalement en janvier prochain pour un procès relatif à des manipulations financières qui a tout du règlement de compte politique. Inéluctable, la perte de souveraineté du territoire devrait cependant ne pas être totale avant quelques temps. En effet, la Chine semble toujours avoir besoin des particularités qu'offre la région administrative d'Hong Kong, notamment son ouverture sur le monde. L'élite chinoise ayant elle-même largement investi dans la province, un changement trop radical nuirait aux affaires et semble donc assez peu probable. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est une nouvelle fois avec Olivier Frère-Jacques. Tariq Ramadan reste en prison. Sa troisième demande de libération a été rejetée mercredi par les juges instruisant l'affaire dans laquelle il est accusé de 2 viols. De nouveaux éléments sont venus contredire la version des faits de l'islamologue suisse. Après une expertise informatique, les enquêteurs ont analysé près de 400 SMS échangés entre Tariq Ramadan et l'une de ses présumées victimes. Dans certains d'entre eux, on pouvait lire « Désolé pour ma violence » ou encore « Tu n'as pas aimé, je suis désolé ». Le djihad en famille. Ce jeudi, un père et son fils sont comparus devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Après avoir passé 1 an et demi en Syrie, la petite famille avait été arrêtée en 2015 du fait de soupçons de projets d'attaque contre la Tour Eiffel. Lors des recherches, les enquêteurs ont mis la main sur des manuels de pilotage de Boeing, des guides pour fabriquer des explosifs et des données de localisation du plus célèbre monument de la capitale. Bijour, si les médecins, confrontés au manque de moyens dans le secteur de la santé dans leur pays, bon nombre de médecins choisissent de venir exercer en France. C'est le cas notamment des Algériens. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, ils étaient 4404 au 1er janvier 2017, soit environ le quart des médecins nés à l'étranger exerçant en France. Ces données ne concernent que les praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins et n'incluent donc pas ceux recrutés directement par les hôpitaux sous des statuts spécifiques.
Si je perds, c'est la faute de la Chine. Mercredi, à la tribune de l'ONU, Donald Trump s'en est pris à son meilleur ennemi du moment, qu'il accuse d'ingérence dans les élections de mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre prochain. Le président américain ajoute que Pékin ne veut pas d'une victoire républicaine car l'administration en place défie la Chine sur le terrain du commerce. En réponse, le chef de la diplomatie chinoise a rejeté ces accusations et demandé aux autres pays de respecter la Charte des Nations Unies. Versace sous pavillon américain, le groupe Michael Kors a racheté la mythique marque de luxe italienne pour 2,1 milliards de dollars. Pour autant, la directrice artistique de la marque, Donatella Versace, reste en place pour assurer la vision créative. Avec ce rachat, Michael Kors devrait changer de dimension, à commencer par le nom, pour devenir Capri Holding. Les ambitions de vente devraient également augmenter sensiblement, avec pour objectif de passer de 807 millions de dollars l'an dernier à 1,2 milliard à l'horizon 2022. Et puis, toujours dans l'actualité, le directeur de la police municipale de Rodez, dans l'Aveyron, a été poignardé à mort ce jeudi matin. Son agresseur présumé a été interpellé peu après les faits à proximité de l'hôtel de ville, dans une boutique où il s'était réfugié. Pascal Philoé était père de 3 enfants. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Et puis, sans transition, dans un instant, un zoom exceptionnel avec en invité l'immense acteur Michael Lonsdal. Il a accepté de venir sur TV Liberté pour évoquer son récent pèlerinage à Tibérine sur les traces de Frère Luc, dont son émouvante interprétation dans Des hommes et des dieux lui a valu un César, une rencontre unique. Et en quoi Frère Luc, je vous cite, est un modèle de chrétienté absolue? Parce qu'il a donné sa vie, ses heures, ses journées de 7 heures du matin pendant 45 ans jusqu'à 10 heures le soir quand c'était pas minuit. Il était asthmatique, il dormait pas beaucoup, mais courageux, il a toujours été au poste. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je reçois parfois des témoignages qui recoupent des choses que j'ai vues et des réflexions que je me suis faites. Donc en l'occurrence, je voudrais remercier un monsieur de m'avoir dit qu'ayant pris sa retraite à taux réduit à 62 ans, à taux réduit parce qu'il n'avait pas tous ses trimestres, il s'est retrouvé avec 500 € pour vivre, à quoi il fallait ajouter un petit loyer de 300 qu'il perçoit pour une maisonnette derrière la sienne. Et il ajoutait... C'est ça qui a réveillé ma mémoire. Heureusement, de temps en temps, je me fais un petit revenu d'appoint en vendant quelques truffes que je trouve dans le pays et pour lesquelles je n'ai même pas besoin d'un chien. Alors avant de me livrer à une réflexion sur la frugalité et même le survivalisme qui gâte une partie de nos contemporains, je voudrais évoquer le cas d'un habitant de Campagnol qu'on voit plus beaucoup, qui doit avoir une 50aine d'années maintenant, et qui vivait très mal à cause d'un accident du travail comme maçon, comme la plupart des maçons en campagne qui travaillent hiver comme été sans se ménager, sa santé avait trinqué. Lui aussi, il faut reconnaître qu'il avait pas mal trinqué. Il était à la fois au chômage, boiteux, très maigre, très pauvre, et c'est là que je voulais en venir. Lui aussi, il ramassait des truffes en saison avec un talent extraordinaire qui faisait que, sans être à l'aise, du moins pendant les 4 ou 5 mois de la saison, grossièrement avant et après Noël, eh ben, il pouvait payer des tournées, l'argent rentrait bien. Et là, je voudrais raconter comment ça se passait. Un jour, il m'a emmené en me disant « Toi, je sais bien que tu vas pas aller me ramasser des truffes dans mon dos ». Et dans son esprit, ça voulait dire 2 choses. Que j'étais un nabab parce que j'avais un salaire, une voiture, mais surtout que j'étais un type réglo, et ça m'a fait plaisir, parce que non seulement c'était vrai, mais je me suis toujours content de voir quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un d'autre. Oui, parce que c'est de plus en plus rare. Donc nous voilà partis, je vous raccourcis, parce qu'on n'est pas dans Pagnol. Un moment, le type tombe en arrêt devant une sorte de petite clairière, encadrée par des buis et des genévriers. Il faut dire que chez nous, il fait une température souvent assez clémente en hiver, et là, dans un rayon de soleil, il me dit « Est-ce que tu vois la mouche ?» En fait, il fallait
fallait vraiment écarquiller les yeux parce qu'elle ne volait même pas, elle était de la même couleur que la terre environnante, un peu marron clair. Toujours est-il qu'il a gratté là délicatement avec un outil qu'il appelait une patte de poule et qui était un rameau de buis à 3 branches, vous savez, et il a trouvé une truffe sous mes yeux, en plus une énorme, qui embaumait toute la terre à côté. Il m'a dit, on pourrait faire une salade rien qu'avec la terre. Ensuite, j'ai pas assisté à l'opération, mais il y a eu l'étape du marché. Mon type est allé rôder avec ses 6 ou 8 truffes dans ses poches, roulées dans du papier calque, aux abords d'un marché du coin, où il s'est comporté un peu comme un dealer de cocaïne devant un bar du Marais à Paris. Et là, de restaurateurs lui ont acheté sa moisson coup sur coup. Il m'a dit, heureusement, il y en avait 2, même s'ils se connaissaient, ils ont fait des enchères, et là, ça m'a rapporté un peu plus. Bon ben voilà, c'était pour la tranche de vie. Maintenant, la leçon que j'en tire à la volée, c'est que les gens en campagne ont quelques ressources d'imagination et de débrouillardise que les citadins n'ont pas et que, dans les derniers temps, on a nettement vu ressurgir à Campagnole des réflexes survivalistes du genre « j'ai un jardin, j'ai des poules, nous avons de l'eau à profusion, en cas de crise bancaire, au moins on n'aura pas faim ». Et j'ai même entendu une réflexion complémentaire qui était... C'est bien parce qu'en cas de crise, nos jardins sont faciles à défendre, ils sont tous clos de murs au bord de la rivière. Quand tu es sur le pont, tu les vois tous en enfilade, il suffit de mettre un type avec un fusil au sommet du pont. Alors là, on va me dire, c'est quand même bien caricatural tout ça, mais en fait, quand vous interrogez les vieux, et mon voisin a 94 ans, il y a eu au moins 2 époques, si ce n'est 3 dans leur vie, où leur subsistance a reposé sur le jardin et les conserves. Donc il me dit, les connards en 4x4 qui brûlent 10 litres au 100, un jour ou l'autre, ils vont claquer du bec et comme d'habitude, ils viendront nous demander à manger. Mais surtout, je voudrais rajouter d'une phrase le souvenir d'une conversation que j'ai eue il y a 20 ans avec le ministre de l'Agriculture de l'époque, que je connaissais par ma famille, et à qui j'ai demandé lors d'un repas « Mais tu n'as jamais songé à subventionner l'entretien d'animaux de trait, au moins 1 par canton, comme dans certains pays ?» Et il m'a dit, avec cette espèce d'ironie du type qui est invité à Davos, « Mais pourquoi faire pour faire joli ?» Mais non, pour avoir de quoi manger, si on n'a plus de pétrole. Il a carrément haussé les épaules. Je me suis demandé s'il n'avait pas appelé la sécurité pour me faire évacuer. Depuis sa carrière n'a pas tenu ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai jamais pu me défendre de penser que, s'il n'est pas allé très loin, c'est que son imagination elle-même ne fonctionnait qu'au pétrole, aux subventions, à la certitude que ça va durer, à la soumission à Monsanto. D'ailleurs, sa femme, qui était énarque comme lui, était la pire lobbyiste américaine que j'ai jamais croisée. Mais là, j'en ai déjà trop dit. Faites passer, merci.